Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous découvrez cette chaîne YouTube, bienvenue. Et puis, si vous la suivez déjà, merci pour votre fidélité. La marque EPOS est une marque allemande qui existe depuis le début des années 80, donc maintenant un peu plus de 40 ans, et qui fabrique des enceintes. La vidéo d'aujourd'hui est dédiée à leur modèle intermédiaire, le modèle de milieu de gamme. Les enceintes sont ici, ce sont les ES14N. Eh bien, je vous retrouve pour en parler avec vous juste après le générique. L'enceinte ES14N est une 2 voies basse réflexe munie d'un tweeter à dôme métallique, un HP médium grave de 18 cm avec cône en polypropylène moulé par injection. L'évent est placé à l'arrière de l'enceinte. Alors concernant ce HP médium grave, du mica a été ajouté dans le mélange de polypropylène et ceci améliore la rigidité et permet, selon EPOS, de favoriser l'équilibre entre une belle extension avec dynamique et punch des fréquences basses, tout en préservant la capacité d'expression des médiums, surtout quand ceci est associé à une suspension en caoutchouc à faible débattement. Alors c'est le cas bien sûr ici pour les ES14N. D'autre part, une pièce de phase en métal est posée sur le cône du HP médium basse. Ceci est censé améliorer les performances hors axe et la façon dont le HP se comporte au sommet de sa plage de fréquence de fonctionnement. Sa bobine acoustique en cuivre de 36 mm est à double enroulement sur un support réalisé par un mélange fibre de verre époxy. Et un grand soin a été apporté au système de moteur hybride, alors ferrite néodyme, pour assurer une faible distorsion linéaire et une variation d'inductance minimale sur la courbe du cône. Bon, tout ça, c'est des données techniques, c'est très bien sûr, mais l'écoute, c'est bien aussi, on va le voir ensuite. Le dôme du tweeter mesure 28 mm de diamètre et il est réalisé d'un alliage d'aluminium recouvert de céramique pour améliorer sa rigidité. Tout tweeter à dôme métallique génère naturellement un fort pic de résonance. Alors ici, ce pic se situe autour de 30 000 Hz. Et pour résoudre ce problème de résonance généré par les tweeters à dôme métallique, la société utilise un anneau d'amortissement que l'on voit qui entoure le dôme du tweeter et on voit cet anneau par transparence à travers la grille de protection. Le système de moteur du tweeter utilise un aimant en ferrite. Et en ce qui concerne le filtre de l'enceinte, je n'ai pas d'informations malheureusement. Le coffret est également très bien réalisé avec le déflecteur avant incliné pour aider à l'alignement temporel des haut-parleurs et réduire l'accumulation d'ondes stationnaires internes. C'est vrai que le fait de ne pas avoir des parois parallèles, ça aide justement à réduire les ondes stationnaires. Le nouveau boîtier est monté en MDF, double couche, avec de la colle amortissante placée entre chacune des deux couches. Ce déflecteur avant incliné est collé et vissé en place pour aider à la solidité de l'enceinte, à sa rigidité. Muni de renforts internes stratégiquement placés, ce coffret est donc rigide et facilite d'autant le contrôle et le fonctionnement optimisé des haut-parleurs. Les performances de toute enceinte sur pied dépendent fortement du support sur lequel elle est placée et il n'est donc pas surprenant qu'EPOS ait fabriqué ses propres pieds dédiés à l'ES14N. Alors, ces supports EPOS sont munis d'une colonne centrale en bois multicouche, prise en sandwich entre deux plaques d'acier. La plaque d'acier supérieure est double, avec un amortissement en bitume au milieu des deux éléments, alors que la plaque inférieure, la base, est une plaque d'acier unique, plus grande, qui peut accueillir 4 pointes robustes. Alors, pour une parfaite fusion entre leur support dédié et les enceintes, des vis sont fournies afin de bien les serrer ensemble et d'avoir une complète intimité entre les deux parties. Les pieds sont réglables en hauteur. Alors vous avez sur cette photo, vous voyez les tiges filetées qui servent au réglage en hauteur et à l'équilibre.
et puis la molette noire qui est démontée là et qui sert en fait à verrouiller ensuite le réglage. Les ES14N sont disponibles en 3 finitions, noir, blanc et noyer. J'ai écouté les EPOS ES14N avec l'ampli à transistor en classe AB Electrocompagnette ECI 6DX MK2 et l'ampli à tube Tsakiridis Theseus dans sa version Ultima, équipé d'un tube KT170 par canal. Le Theseus Ultima fonctionne en pure classe A. J'ai également utilisé 2 sources, l'électrocompagnette ECM1 MK2 en tant que lecteur réseau et DAC, et la même chose, lecteur réseau DAC pour le Lindemann Music Book Source. Afin de m'éviter de glisser trop facilement vers trop d'enthousiasme en ce qui concerne un produit, ou peut-être même à l'inverse, d'être trop critique, j'aime bien avoir une référence, toujours avoir une référence pour comparer en fait. Les comparaisons directes sont très instructives. Et sur ce point, j'ai décidé, à partir de cette vidéo, et en ce qui concerne mes tests d'enceinte, de toujours comparer les produits concernés à la même paire d'enceintes. J'ai choisi pour ça mes ATC SCM20 SL, et c'est elles donc qui serviront bien de référence. Alors ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures enceintes du monde, ça veut juste dire qu'avec une référence qui sera toujours la même, je vais m'éviter des dérives vers la satisfaction totale ou la critique abusive. Voilà. Alors, à chaque changement, que ce soit d'ampli ou de source, les EPOS ES14N m'ont immédiatement et précisément révélé des différences de sonorité, et ça c'est une très bonne indication sur leur transparence. Surtout pour ce qui concerne les différences plutôt subtiles entre les 2 sources. J'ai pu par exemple percevoir sur tout type de musique le surplus de texture apporté par l'électrocompagnette et les détails mis en avant par le Lindemann. Une autre bonne indication m'a été donnée à l'écoute d'enregistrements que je connais bien pour être soit un peu du côté froid, clair, soit légèrement du côté chaud ou sombre de la neutralité. Et là encore, j'ai retrouvé à chaque fois ces caractéristiques avec les ES14N qui n'ont rien caché ou accentué. Elles m'ont juste joué les enregistrements sans y apposer le moindre filtre. Autre excellent marqueur de leur neutralité donc. Je trouve le tweeter des ES14N vraiment excellent. L'aigu est absolument magnifique, il est d'une clarté et d'une pureté, d'une richesse assez exceptionnelle en fait, surtout dans cette gamme de prix. Les gammes de fréquences élevées restent toujours très douces et très ouvertes, tout en étant très riches et très bien timbrées. Alors j'ai bien vérifié ceci sur le très beau clavecin de cet album, la plage numéro 8, Capriccio Arabe. L'aigu des ES14N est finalement un petit peu plus clair que celui de mes ATC, ou bien c'est celui des ATC qui est un peu plus terne. Bon, ça c'est comme on veut en fait. Je ne sais pas où est la justesse, probablement entre les deux je suppose. Quoi qu'il en soit, j'aime vraiment les aigus ouverts et chatoyants des ES14N. Très beau piano ici sur ce disque, très bel enregistrement, très belle interprétation d'Aldo Ciccolini de la Fantaisie numéro 4, alors c'est la première plage du disque, de la Fantaisie numéro 4, donc Köchel 475 de Wolfgang Amadeus Mozart. La présence du piano ici est très belle. Il prend une place précise et cohérente dans l'espace, il se dessine très bien. Les attaques des marteaux sur les cordes sont rapides et franches. J'ai de très belles extinctions de notes et chacune d'entre elles conserve l'intégrité de sa structure harmonique. Alors,
je perçois cependant ici et spécifiquement un léger effet de son creux sur les notes au médium. Il y a pour moi un léger manque de cohérence là par rapport aux autres registres. Alors je ne sais pas définir exactement dans quelle gamme de fréquences, mais voilà, c'est dans le haut médium, c'est sûr. Alors ici, la source peut jouer un rôle non négligeable, hein. J'entends en effet une légère atténuation de cet effet son creux dans le haut médium quand je passe du DAC Lindemann au DAC électrocompagnette. Voilà, le DAC électrocompagnette comble un petit peu ce manque, donne un peu plus de texture et de matière dans le haut médium. Et je continue d'aller dans le bon sens quand je passe de l'ampli électrocompagnette à l'ampli en classe A tube Tsakiridis. Donc en fait, pour essayer d'être plus clair, cet effet de son creux que j'ai avec l'ensemble source DAC, Lindemann et l'ampli électrocompagnette diminue considérablement quand j'utilise le DAC électrocompagnette et l'ampli à tube Tsakiridis. Voilà, donc il va falloir faire attention sur le choix quand on choisira ces enceintes à l'appairage avec les amplis. Mais bon, c'est le cas quasiment de toutes les enceintes. Il n'y a rien d'exceptionnel ici. Voilà, juste je tiens à le pointer pour essayer d'être le plus honnête possible. Alors la comparaison avec mes ATC SCM20 me confirme bien ceci, d'autant que les SCM20 présentent la gamme de fréquences médium avec un remarquable équilibre, beaucoup de cohérence et une grande justesse. Je dirais donc qu'elles sont, elles, moins sensibles à cet effet changement de DAC, d'ampli. Leur médium reste toujours très plein. Le bas médium s'intègre bien, par contre, lui, au reste du spectre. Aucune rupture de timbre pour moi ici, au passage du grave au grave, bas médium, médium. Bon, quel que soit l'ensemble utilisé, le piano est très largement satisfaisant avec les ES14N. Mais c'est vrai que le superbe HP ATC permet de pointer là une petite faiblesse que l'écoute sans comparaison ne permettrait peut-être pas d'ailleurs de déceler. Les ES14N descendent bas. Le piano a ici une belle assise, plus d'assise qu'avec les ATC, mais en revanche, il est un peu moins lisible ce piano. Alors ici, une chose intéressante, le choix du filtre passe-haut d'ATC, filtre qui coupe dans le grave un peu plus tôt pour libérer le HP médium grave des fréquences trop basses qui viendraient compromettre la pureté et la lisibilité des médiums, eh bien ce choix ATC me semble ici prendre tout son sens. Bon, en même temps, l'assise supérieure du grave donne au piano des ES14N plus de corps et d'ampleur. Et ça, j'aime aussi. De très belles voix d'hommes sur cet enregistrement et sur ce disque de Léon et Eric Bibb. J'ai choisi la plage numéro 1, Oh Had I a Golden Thread. And in it I'd weave the innocence of children of all the earth, children of this earth. In it I'd weave the restlessness of men going ever forth through heat of blistering desert sands and blizzards of the north, through the frozen north. La guitare d'introduction ici est très très belle. Elle est très bien timbrée, avec une belle sonorité d'instruments en bois, de guitare acoustique, appuyée par sa caisse et tous ses éléments constitutifs, la table d'harmonie, les clisses, le dos, enfin tout ce qui fait une guitare. Et ce sont réellement, oui, venus d'un instrument acoustique en bois. Ici, c'est très bien reproduit. Alors, elle n'atteint pas le niveau de texture que j'obtiens avec les ATC SCM20, mais enfin, sa beauté n'en est pas moins appréciable et elle est tellement et suffisamment bien timbrée que vraiment, elle semble parfaitement crédible. Les voix sont justement et suffisamment incarnées pour être et pour apparaître vraies. Alors la présence des deux chanteurs est quasiment physique sur ce disque, et ici les ES14N le reproduisent vraiment très bien. Je n'ai pas toute la texture de leur tessiture grave cependant, comme avec les ATC, mais en même temps,
le HP grave médium des ATC est, et nous l'avons vu un peu plus haut, une sacrée référence, connue et reconnue. Oh, vous savez, hein, nous n'en sommes pas si loin non plus. Par contre, j'ai plus d'aération avec les ES14N. Bon, finalement c'est différent, mais pas dans de grandes proportions, et l'écoute est très belle avec une meilleure séparation cependant entre les deux chanteurs avec les épauses. J'entends d'ailleurs un peu plus de contraste entre la tessiture du père et celle du fils avec les épauses qu'avec les ATC. Alors, sont-elles plus transparentes, les ES14N? Non, non, je ne crois pas. Je pense plutôt que l'aération supérieure, leur aération supérieure, contribue à creuser l'espace entre les deux voix. Très belle musique de Philip Glass pour accompagner le film Kundun, qui retrace l'histoire du 14e Dalai Lama depuis sa naissance jusqu'à sa fuite en Inde après l'invasion chinoise. Alors ici, on a beaucoup d'instruments, on a des chœurs et on a des voix graves, des voix d'hommes, ce sont des voix de lama tibétain. L'image est très profonde et très ouverte. Cette fois, l'aération supérieure des épauses fait d'ailleurs vraiment la différence pour moi. Elle apporte beaucoup de détails dans l'aigu et le haut médium. Les voix des lamas tibétains sont plantureuses, graves, rauques. Il faut avoir vu le film, je pense, pour bien percevoir me semble-t-il, hein, toute l'intensité dramatique contenue dans cette musique de Philip Glass et en ressentir vraiment l'effet émotionnel. Je dois dire que les épauses ES14N sont magistrales ici, grâce à l'appui de leur grave, la grande quantité de détails reproduits par leur magnifique Twitter et surtout et encore leur superbe aération. À ma grande surprise d'ailleurs, l'intelligibilité globale est supérieure sur ce message orchestral complexe avec les ES14N. Bon, alors voilà encore des enceintes avec lesquelles j'ai pris beaucoup de plaisir. De très belles enceintes, en somme, qui pourront s'intégrer dans des systèmes haut de gamme, voire très haut de gamme. Le gros avantage d'avoir les enceintes transparentes comme ça, c'est qu'en fait, quelles que soient les sources, quels que soient les amplis, voire même les câbles, on entend tout de suite. Et c'est très agréable de savoir que tout ce qui est en amont n'est pas perdu. Qu'il n'y a pas des informations qui vont comme ça, qui s'envolent. On a tout ce que le matériel en amont envoie. Elles sont assez linéaires, alors, mais il faudra quand même faire attention, justement pour une tonalité la plus équilibrée possible. Il faudra faire attention au placement, à l'écartement par rapport au mur arrière, à l'écartement par rapport aux murs latéraux. C'est valable pour toutes les enceintes. J'ai le sentiment qu'elles sont un peu plus pointues au placement que d'autres. Il faudra prêter grand soin à l'orientation vers la zone d'écoute. Alors l'orientation vers la zone d'écoute, eh bien, ça peut être pincé, jusqu'au moment où on va avoir, par exemple sur une voix seule, une focalisation parfaitement centrée de la voix avec une perception dans l'espace très précise. Et dans ce cas-là, c'est qu'on aura bien pincé comme il faut. Et après, on peut s'amuser à réouvrir et refermer pour voir si ça bouge. Et si c'est mieux ou pas mieux, et revenir à la position qui nous paraît la meilleure. L'orientation vers la zone d'écoute est très importante. Elle joue sur la précision de l'image et elle joue aussi sur la tonalité globale. J'ai tendance à, eu égard à ce que j'ai entendu au showroom, mais une fois, bon, c'était au showroom avec mon système et avec mes propres perceptions, mais j'ai tendance à conseiller avec ces enceintes un ampli à tube ou un transistor classe A ou classe AB, ça on s'en fiche, mais
que ces amplis aient un petit peu de texture, un petit peu de matière dans le haut médium, eu égard à cette petite sonorité de creux que j'ai entendu ici, qui n'engage que moi, que mon protocole d'écoute ici, et que peut-être n'existera pas ailleurs. Voilà. J'ai envie de conseiller aussi, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par ces enceintes, de prendre les pieds avec. Parce qu'en fait, ils sont très bien conçus, ils sont lourds et très rigides. Le système 4 pointes permet un très bel équilibre, et le principe de vissage et de serrage de l'enceinte contre le pied, de manière à avoir vraiment un contact intime et qui soit complètement solidaire, tous les deux, c'est important. Ça joue sur la tenue du grave et ça joue sur la précision de l'image. Donc à mon avis, on aurait tendance à économiser un peu de sous, se dire c'est 600 €, on va mettre d'autres pieds. Ce serait dommage, parce que les supports d'enceinte sur pied ont un rôle important dans le résultat d'écoute globale. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie beaucoup toutes les personnes qui se sont inscrites sur ce canal, sur cette chaîne, qui se sont abonnées, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je les remercie donc beaucoup, et je remercie beaucoup les inscriptions, les abonnements à venir. À très bientôt.